Bonjour, mon nom est Brian Miles, je suis directeur du Devoir. Bienvenue à cette table éditoriale, la troisième et dernière de notre parcours. Nous recevons aujourd'hui Gabriel Nadeau-Dubois, chef de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour, M. Miles. Et Manon Massé, co-porte-parole, co-chef de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Je suis accompagné aujourd'hui de Marco Bellard-Cérino, notre correspondant parlementaire à Québec, et Michel David, chroniqueur émérite. Alors, on va passer la prochaine heure ensemble à faire le bilan de la session. Marco, c'est à toi. Bien, bonjour à vous deux. Merci de vous prêter à cet exercice. Alors, l'invitation, comme vous le savez, avait été faite à tous les groupes parlementaires. Le Parti libéral du Québec a envoyé Dominique Anglade, le Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon et Québec solidaire vous a envoyé tous les deux. Pourquoi? Bien, parce qu'on est co-porte-parole tous les deux. Gabriel est chef parlementaire, certes, mais Québec solidaire, c'est deux co-porte-parole et je suis toujours bien heureuse d'être assise aux côtés de Gabriel. Si les électeurs vous élisent Québec solidaire pour former le prochain gouvernement, qui dirigera le Québec? Ça a été clairement nommé et avec un haut niveau d'adhésion. C'est Gabriel qui va nous représenter au poste d'aspirant premier ministre pour cette fois-ci. Puis vous allez être la vice-première ministre? Oui, exactement. C'est un peu ce que nos membres nous indiquent comme chemin d'entrée de jeu. Vous avez dénoncé les pouvoirs exceptionnels du premier ministre du Québec, notamment en temps de pandémie. Mais est-ce que votre gestion, votre gouverne de l'État serait différente? Est-ce que ça se ferait de façon plus collégiale? Bien, c'est certain que Québec solidaire gouvernerait le Québec de manière bien différente. On est un parti qui souhaite transformer puis approfondir la démocratie au Québec. Je pense que ça veut dire aussi avoir un style de leadership beaucoup moins centralisé, beaucoup plus à l'écoute. Puis quand même me permettre de donner un exemple. T'sais. Dans le cadre de la pandémie, ce qu'on a remarqué, surtout pendant la première vague, c'est un premier ministre et une cellule de crise gouvernementale complètement, mais complètement déconnectés de ce qui se produisait sur le terrain. L'enquête actuelle de la coroner nous permet de commencer à mesurer l'ampleur de cette déconnexion-là, de mettre autour de cette table-là des représentants des travailleurs-travailleuses, des représentants du milieu communautaire, des scientifiques plus que des experts en communication politique. Ça, c'est sans doute quelque chose qu'on aurait fait différemment. Est-ce que le premier ministre a bien fait en maintenant l'état d'urgence sanitaire? Je pense qu'il y a un faux dilemme. Je pense que le gouvernement nous place dans un faux dilemme quand il nous dit qu'il faut choisir entre la lutte efficace contre le virus et la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il y a moyen de lutter efficacement contre le virus tout en réinstaurant des mécanismes démocratiques plus normaux. La pandémie, là, on le réalise tous ces jours-ci, elle va être encore là pendant un bon moment. Est-ce qu'on va garder l'état d'urgence sanitaire tant et aussi longtemps qu'on aura besoin de mettre des mesures sanitaires? Ça m'apparaît démocratiquement très difficile à justifier. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place une loi transitoire qui permettrait de conférer au gouvernement certains pouvoirs exceptionnels sans donner tous les pouvoirs. C'est quoi les pouvoirs superflus selon vous? Les pouvoirs en matière d'appel d'offres, par exemple, ne pourront pas être suspendus au Québec pendant encore un an et demi, 2 ans. Là. Bref, dire on a besoin de l'état d'urgence pour appliquer des mesures sanitaires, c'est faire un raccourci et c'est forcer les Québécois à choisir. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. C'est ce que la France a fait. Le gouvernement Macron a mis en place une loi spéciale qui donne certains pouvoirs au gouvernement français pour lutter contre la pandémie sans lui donner pour autant tous les pouvoirs. Je ne dis pas que la loi Macron était parfaite. Je dis que sur le plan de la forme, là, sur le plan de la mécanique, il y a quelque chose là d'intéressant. Puis nous, on a fait cette proposition-là au mois de juin dernier. Mais à part les appels d'offres, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans la loi qui sont... Bien, les conditions de travail. Est-ce qu'on va suspendre les conditions de travail des travailleurs, travailleuses de la santé tant et aussi longtemps que la COVID-19 va circuler au Québec? Ouais. Il me semble que quand on pose ces questions-là, la seule réponse logique, c'est ben non, il va falloir trouver une manière de faire les deux en même temps. Lutter efficacement contre un virus qui est dangereux pour la vie des Québécois et des Québécoises, tout en régularisant, dans la mesure du possible, les mécanismes démocratiques. Je veux dire, le droit d'association, là, c'est pas un droit banal dans une société démocratique. On ne peut pas le suspendre
ad vitam aeternam. C'est pas possible. Est-ce que Dr Arruda est toujours l'homme de la situation à la tête de la santé publique du Québec? Moi, je pense que le problème, ce n'est pas le docteur Arruda, c'est le manque d'indépendance de notre santé publique. Moi, je pense qu'on devrait avoir une santé publique pleinement indépendante au Québec. C'est d'ailleurs une des mesures dans notre plateforme électorale. C'est une des propositions qu'on va faire aux Québécois lors de la prochaine élection. Donnons-nous une direction nationale de la santé publique pleinement indépendante du pouvoir politique. Juste pour la gouverne des auditeurs, elle serait nommée comment, cette direction de la santé publique? Il y a plusieurs options. On est en train de fignoler nos propositions en vue de la prochaine élection. Est-ce que, par exemple, ça pourrait... Et là, je le nomme à titre d'exemple. Mais est-ce que, par exemple, ça pourrait pas être une nomination par l'Assemblée nationale, qui est un processus de nomination beaucoup plus indépendant qu'une nomination par le ministre? Qu'est-ce que vous pensez de la levée de bouclier au Canada anglais à propos de la loi 21? Écoutez, on n'arrête pas de le dire que concernant la loi 21, c'est au Québec qu'on doit régler ces affaires-là. Alors, moi, sincèrement, ce que je souhaiterais, c'est qu'ils se calment. Qu'ils se calment un peu parce que ces discussions-là sont sensibles, sont importantes. Mais je vous rappelle, Québec solidaire trouve que cette loi-là, elle est profondément injuste. Québec solidaire n'a pas la même perspective de laïcité. Pour nous, c'est les institutions qui doivent être laïques et non pas les individus. Mais ça nécessite une loi ou vous trouvez que la laïcité de l'État telle qu'elle était avant qu'on légifère là-dessus est suffisante? Il y a des éléments dans la loi 21 avec lesquels on est en accord. Par exemple, inscrire dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec l'idée de laïcité. C'est un aspect de cette loi-là avec lequel on est en accord. Il y a des choses qui manquent dans cette loi-là aussi. Par exemple, le financement public des écoles privées confessionnelles, ça n'a pas d'allure. Si on est sérieux dans notre conception d'un État laïque, l'argent public ne devrait pas financer les écoles privées religieuses. Vos principaux adversaires, jusqu'à présent, ils ont été assez clairs sur la loi sur la laïcité. Paul Saint-Pierre Plamondon au PQ la maintient intégrale, sans surprise. Dominique Anglade au Parti libéral pèle ça dans le cours de la Cour suprême qui tranchera. De votre côté, vous nous promettez quelque chose à venir dans le courant de la prochaine année? On va mettre en place notre conception de la laïcité. Est-ce qu'on va avoir un os à gruger pour la peine? Bien avant les élections. C'est quand ça? On a hâte de le lâcher, nous autres. Plusieurs mois avant les élections. Parce que vous ne voulez pas justement qu'on en parle pendant toute la campagne. Non, c'est que notre Congrès avait deux options sur lesquelles il pouvait trancher. Ouais. Notre Congrès a dit aucune de ces deux options-là qui fait notre affaire. Et donc, la direction de Québec solidaire a le mandat de développer la position sur cette question-là. Ça va nous prendre quelques jours, quelques semaines. On parle de quelle saison, là? Hiver, printemps, été? Il va y avoir de la neige encore, M. Maise. S'il mouille pas trop, M. Maise. On dit que la politique, c'est l'art ou la pratique du compromis. Vous, vous êtes très attaché à vos convictions, à vos principes. Est-ce que vous êtes également prêt à des compromis pour mettre en œuvre un certain nombre de vos promesses, tout en respectant ce qu'on appelle la capacité de payer des Québécois? Les gouvernements des dernières décennies ont affaibli, ont diminué notre capacité de payer en faisant des choix fiscaux qui ont enrichi les gens qui en avaient déjà le plus sans enrichir les gens qui en ont moins. Nous, on a une vision différente. Et nous, la capacité de payer des Québécois et des Québécoises, on va l'augmenter pour financer les projets qu'on va vouloir mettre en place, notamment la construction de logements sociaux, des investissements massifs en transport en commun, une révolution en matière de soins des aînés. Il va falloir investir massivement en soins à domicile. Ça va coûter pas des centaines de millions, ça va compter des milliards. Donc, au lieu de le mettre dans le troisième lien, puis de l'investir dans une baisse de taxes scolaires, on va l'investir dans des projets qui changent la vie des gens pour vrai. Monsieur Saint-Pierre Plamondon est venu ici il y a quelques jours et on lui a parlé de convergence à tout hasard. Et sa réaction a été de dire, écoutez, c'est plus possible de parler avec des gens qui nous traitent de racistes dans leur congrès. Est-ce que ça vous chagrine, l'espèce de désunion, c'est le moins qu'on peut dire, de la famille souverainiste? Y a-t-il quelque chose à faire pour rebâtir les ponts? L'avenir nous le dira. Moi, je pense qu'entre indépendantistes, il y a toujours moyen de se parler. Mais la désunion est là
été en grande partie acté au moment où le Parti québécois a décidé de mettre en place la Charte des valeurs québécoises et de lancer l'aventure pétrolière sur Anticosti. Bon, la Charte des valeurs n'a jamais été adoptée. L'île d'Anticosti est redevenue le joyau patrimonial. Dans un avenir, là, disons, un peu prévisible quand même, là, voyez-vous des possibilités de vous reparler et de bâtir quelque chose de constructif? Moi, je pense qu'il faut continuer d'échanger entre indépendantistes. Après ça, il faut aussi être sincère sur ce qui diffère dans nos projets. On a des projets d'indépendance qui sont différents profondément. Mais parlez franchement, c'est leur nationalisme qui est trop identitaire selon vous? Bien, en ce moment, le Parti québécois a fait le choix d'un nationalisme conservateur. C'est son choix. C'est le choix de ses membres. Nous en prenons acte. Nous sommes d'un nationalisme différent. Mais c'est un obstacle important à une convergence. La cimenterie mécaniste et l'aventure pétrolière sur Anticosti aussi. Ça ne se réduit pas à cette question-là. Il y a eu, historiquement, des gestes commis par le Parti québécois qui ont érodé la confiance de bien des progressistes au Québec, et ça dépasse largement les rangs de Québec solidaire et ça outrepasse largement la stricte question du nationalisme et de l'identité. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes. Oui, vous autres aussi. Merci,